Bonjour Béatrice Houchard. Bonjour Nicolas Bétou. Vous avez été longtemps journaliste à l'Opinion et vous avez encore plus longtemps eu une passion pour le Tour de France. Et vous sortez un livre, Le Tour de France et la France du Tour, un livre très érudit, un livre d'histoire du Tour et qui mêle à la fois l'histoire du Tour et l'histoire de la France, puisque cette compétition sportive est une compétition typiquement française, ou en tout cas au travers de laquelle, c'est ce que vous expliquez, la France se retrouve. Le Tour de France part de Bruxelles, là, aujourd'hui, samedi. C'est le plus grand événement sportif annuel, n'est-ce pas ? C'est le plus grand événement sportif annuel puisque les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde, qui sont les deux autres grands événements, sont tous les 4 ans. Donc effectivement, c'est le rendez-vous de juillet. Dans le monde entier. Dans le monde entier, retransmis sur des dizaines et dizaines de chaînes de télévision et avec une mondialisation visible maintenant dans le peloton, puisque pendant très longtemps, les coureurs cyclistes, c'était des Français, des Belges, des Néerlandais, quelques Allemands, des Italiens, quelques Espagnols. Et ça s'est élargi, puisque même un Australien a gagné le Tour de France, et il y a maintenant des coureurs de plusieurs dizaines de nationalités. C'est un sport universel, et le Tour de France est la compétition la plus célèbre ? Pour un coureur cycliste, le fait même d'être au départ du Tour de France, c'est déjà une victoire d'une certaine manière. Arriver à être sélectionné pour faire le Tour de France, c'est le Graal du coureur cycliste. Alors ce Tour a beaucoup changé, évidemment. Par exemple, il part de Bruxelles, ce qui était inenvisageable il y a un peu plus de 100 ans lors de sa création. Oui, même si le premier départ de l'étranger, c'est il y a 65 ans, donc 54, 1954, donc 23 fois. Et Henri Desgranges, le fondateur du Tour, lui-même avait écrit dans l'Auto, puisqu'il était aussi éditorialiste à l'Auto, qui était son journal, qu'un jour peut-être il faudrait élargir et partir et aller visiter d'autres pays. Donc il avait ça en tête. Ça n'était évidemment pas envisageable il y a 100 ans, surtout étant donné les deux guerres mondiales. Bien sûr. Mais là aussi, c'est un effet de la mondialisation ? Je ne suis pas sûr, parce que ça commence en 1954. Est-ce qu'on parlait de mondialisation à ce moment-là ? Ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu très vite des villes étrangères qui ont posé leur candidature, parce que c'est un énorme événement qui coûte un peu d'argent, puisqu'il faut payer pour avoir le départ, ou surtout le grand départ du Tour, mais qui rapporte en notoriété, en images, une publicité gratuite incomparable. La France a changé, le Tour de France aussi. Si vous deviez caractériser ce qui s'est passé depuis... par exemple 10 ou 20 ans, où on voit que la France a considérablement changé, comment est-ce que ça s'est traduit sur le Tour lui-même ? Alors sur le Tour lui-même, il a plutôt... la technologie est arrivée aussi dans le monde du cyclisme. Maintenant, les coureurs ont sur leur... Ce qui est très contesté d'ailleurs. Ils ont une oreillette qui les relie à leur directeur sportif. Ils ont des capteurs qui leur permettent de voir où en est le nombre de leurs pulsations cardiaques. Donc ça peut parfois, sans doute nuire à la spontanéité, à l'effort gratuit, à l'attaque. Bon, voilà, ils sont, comme ils disent, il ne faut pas se mettre dans le rouge. Mais ça met de la stratégie un peu plus fine dans le Tour, ce qui est intéressant aussi. Et puis voilà, les choses ont évolué. On ne va pas leur demander de refaire le Tour avec des vélos de 15 kilos sur des routes, qui seraient pas, où il n'y aurait pas d'asphalte. Hein. Voilà, le monde a changé. Sinon, ce qui reste commun au Tour de France à travers les décennies, c'est que ça reste une course qui passe sur les routes départementales. Va assez peu en ville pour les arrivées, mais pour des raisons de logistique évidentes, c'est difficile de faire une course dans les rues de Lyon ou dans les rues de Paris. Il y a quand même des arrivées en haut d'école. Alors, il y a les arrivées effectivement en haut d'école, mais ça reste une épreuve rurale. Et qui montre la France telle qu'elle est restée ou telle qu'elle est devenue ? Telle qu'elle est devenue, oui. Avec, vous savez, Christian Prudhomme, le directeur du Tour, dit beaucoup que depuis 3 ou 4 ans, les gens qu'il rencontre, alors les élus bien sûr, les responsables d'associations, de clubs cyclistes, lui disent de plus en plus merci. Alors ils ont toujours dit merci au Tour de France, mais sur le thème, tout le monde nous oublie, il n'y a plus de bureau de poste, il n'y a plus de médecins, il n'y a plus de commerce, mais de temps en temps, pour le Tour de France, on existe encore. Il y a un côté France des oubliés qui se réveille à ce moment-là au mois de juillet. Dans l'univers du sport, le professionnalisme et la mondialisation des images ont beaucoup changé le statut des sportifs. Est-ce que c'est le cas aussi pour le cyclisme ? C'est le cas aussi, peut-être un peu moins. Il y a par exemple beaucoup moins d'argent que dans le football, ça c'est évident. Il y a beaucoup de tâcherons quand même et de forçats de la route. De forçats de la route qui sont effectivement les coéquipiers des grands leaders, les obscurs, les sans gratte, comme disait, qui gagnent pas des fortunes, qui gagnent correctement leur vie, ce qui n'a pas toujours été le cas dans le cyclisme, mais qui peuvent aller faire leurs courses chez Lidl sans être reconnus comme un footballeur contrairement à un footballeur du PSG. Est-ce que le public du Tour a changé ? Ceux qui sont sur les routes, ceux qui regardent à la télévision, mais ceux qui sont au bord des routes. Moi, ce qui me frappe sur le bord de la route, c'est qu'il y a un peu tout le monde. C'est-à-dire que le Tour, alors c'est une banalité de le dire, il change d'itinéraire en permanence, il passe devant chez vous, et quand il passe devant chez vous, vous ouvrez la porte, vous sortez, et vous êtes sur le pas de la porte. Donc,
France rurale, évidemment, dominante, mais de tous les âges, des hommes et des femmes. Et là, beaucoup de gens qui ne sont pas forcément intéressés par savoir qui va gagner l'étape le soir. Mais ils ont vu passer le Tour de France, et ça, c'est un événement en soi. Et vous dites qu'on s'en souvient toute sa vie, quand petit, avec son père ou son grand-père, on est allé voir le Tour. Oui, quand on parle du Tour de France avec les gens, on peut presque deviner leur âge en fonction du premier souvenir qu'ils racontent. Selon que c'est, alors Louison Bobet, ça commence à faire des gens un petit peu âgés, mais selon que c'est, comme pour moi, Anctil Poulidor, ou pour d'autres ensuite, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Bernard Thévenet, Laurent Fignon. Votre favori, le plus grand champion pour vous, c'est? Oh, je pense que c'est Eddy Merckx. Alors, je ne suis pas sûr de l'avoir pensé. Qui parle beaucoup en ce moment. Qui parle beaucoup, puisque le Tour lui rend hommage. Aimé. Il n'était pas très aimé parce qu'il était dominateur. Donc, c'est vrai que maintenant, on refait un portrait un peu plus élogieux. Moi-même, d'ailleurs, j'avais un portrait plus élogieux de lui. À l'époque, c'était... Qui a gagné lui. encore lui. Donc il écrasait beaucoup la course, pas à la manière des équipes qui dominent actuellement la course, parce que les stratégies ont changé, mais il écrasait, il gagnait tout, il voulait tout gagner, et il gagnait du mois de mars au mois d'octobre, ce qui n'est plus le cas maintenant dans les courses cyclistes, où les coureurs se sont spécialisés. Voilà, on produit son effort à tel ou tel moment. On décide, on veut gagner Paris-Roubaix en avril, ou on veut gagner le Tour de France en juillet. Le Tour a traversé des époques extrêmement difficiles, par exemple toute cette période où le dopage a failli même avoir, si j'ose dire, la peau du Tour, c'est fini? Alors je me garderais bien de dire que c'est fini, parce qu'il faut se méfier de tout ce qui peut arriver. Moi j'ai une vraie question sur le dopage mécanique, sur les fameux petits moteurs grands comme une clé USB. On sait que ça existe, on sait que c'est possible. Est-ce que ça a été utilisé dans le passé? Est-ce que ça peut encore l'être? Les vélos sont scannés. Les vélos sont scannés maintenant. Ça aussi, ça a changé. Est-ce qu'il y a eu quand même des cas? Je crois savoir que des gens enquêtent là-dessus, donc je me garderais bien de dire que c'est fini. Pour le reste, ce qui est vrai, c'est que je pense qu'il y a quand même un grand ménage a quand même été fait. Il suffit que quand on regarde les images, il y a eu une époque, on voyait des coureurs monter le Tourmalet, la bouche fermée. C'était quand même très suspect. On disait que Marco Pantani freinait dans les virages de l'Alpe d'Huez dans la montée. Bon, c'était évidemment pas vrai, mais ça voulait bien dire ce que ça voulait dire. Et il y a à nouveau des grosses défaillances, des coureurs qui sont très bons un jour, moins bons le lendemain. Donc ça, on sent que non, ça, au contraire, ça c'est plutôt bon signe. C'est que les choses sont redevenues plus naturelles. Je me garderais bien de dire qu'il n'y a plus de dopage, parce qu'il y en a dans d'autres sports, et puis il y en a dans le reste de la société. Donc je doute que ce soit complètement fini. Disons que ça va mieux. Évidemment, lorsqu'il y a un événement d'une telle importance, avec une telle notoriété et une telle visibilité, ça devient vite un objet politique, c'est le cas? Alors c'est le cas. Alors c'est assez récent, puisque le premier président à suivre une étape de la course, ou une partie d'une étape de la course dans la voiture du directeur de la course, c'est Nicolas Sarkozy, qui est un vrai fan de vélo. Voilà, fan de vélo et connaisseur de vélo. Là, il n'y a aucun doute là-dessus. Du coup, ses successeurs font la même chose. François Hollande est allé aussi. Emmanuel Macron, il y a 2 ans, a suivi une étape. On me dit qu'il aime beaucoup le Tour de France aussi. Et qu'il devrait y aller. Il devrait y retourner cette année. Auparavant, ce qui est assez drôle, c'est par exemple Valéry Giscard d'Estaing n'a pas suivi d'étape. Il a suivi une étape, mais après sa présidence. Mais il a eu un rôle essentiel, puisque c'est lui qui a donné le feu vert pour l'arrivée sur les Champs-Élysées. Puisque la préfecture de police était assez réticente, mais quand le président décide que oui, on peut, eh bien, et qui donne une partie de son statut au Tour de France, et en tout cas à la dernière étape du Tour de France. Oui, bien sûr. Lequel Tour de France était arrêté devant Charles de Gaulle? Alors ça, c'est un cas unique. Incroyable. C'est la seule fois. Alors c'est arrivé que le Tour de France s'arrête, soit parce qu'il y avait des manifestants sur le bord de la route. Oui, parce que ça peut être utilisé comme objet politique par des gens. Bien sûr, il y a eu des manifestations à Denain au moment de l'affaire Usinor, mais la seule fois où le Tour de France est arrêté volontairement pour saluer quelqu'un, c'était en 1960 pour le général de Gaulle, qui était dans les spectateurs à Colombey, les 2 églises. Incroyable histoire. Le Tour de France, c'est la France du Tour. Un livre, encore une fois, sur tout ce qu'il faut savoir et tout ce qu'on doit aimer du Tour de France. Merci Béatrice Houchard. Merci.